Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Pour commencer, quand on parle de choc démographique, de quoi parle-t-on vraiment du point de vue d'un médecin de terrain? C'est un afflux de patients, une transformation des pathologies, le tout? Non, on constate, moi je suis rentré dans le syndicalisme en 2002 lors de la coordination nationale des médecins généralistes et déjà en 2002 on annonçait cette désertification. On disait que les médecins ne pouvaient pas continuer à travailler 60-70 heures par semaine, faire des gardes de nuit profondes et recommencer à travailler le lendemain. Donc c'est là qu'on avait obtenu un aménagement des gardes qui s'arrête à minuit, que les gens viennent à domicile au maximum. Et on avait annoncé cette pénurie. On voyait bien que le nombre de médecins, l'âge des médecins faisait que dans 10 ans, en 2002, on annonçait ça. Et rien n'a été fait. Alors maintenant, on augmente massivement un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on accepte davantage de médecins pour les études, mais seulement on n'a plus les capacités d'enseignement. Quand j'entends Gabriel Attal dire on va accueillir 10 000 étudiants en médecine, on s'interroge d'abord sur les capacités d'enseignement, parce que dans beaucoup de facs, les professeurs sont devant un amphi qui est plein, mais il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont devant un écran. Donc il n'y a pas assez de professeurs. Faute d'enseignants. Il y a faute d'enseignants. Faute d'enseignants. Donc là, pour nous, effectivement, moi, je suis passé en 7 ans de 1700 patients médecins traitants à 2658. Sur Clamart, où je suis installé depuis 73, on a perdu 14 médecins généralistes en 5 ans, et l'agence régionale sanitaire... Qui ont pris leur retraite ? Qui ont pris leur retraite sans être remplacés. Et curieusement, l'agence régionale sanitaire trouve que la situation s'est améliorée. On est passé de ZIP, zone d'intervention prioritaire, en ZAC, zone d'aménagement concerté, et là, depuis le 31 décembre, on est passé en zone blanche, c'est-à-dire que c'est parfait. Donc, on se demande un peu s'ils ne fument pas un peu la moquette à l'ARS, parce que perdre 14 généralistes sur un secteur où il y a 60 000 habitants, c'est pas rien. Passer de 1700 patients médecins traitants à plus de 2600, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a une pression sur les secrétariats. On a beau libérer... Tous les matins, on est 5 médecins, on libère 40 plages de consultation qu'on libère à 8 heures, et pareil à 14 heures. C'est des gens qui prennent les rendez-vous à 14 heures pour venir l'après-midi. Donc on essaye de c'est vrai que c'est pas ce qu'on imagine d'une ville comme Clamart. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fracture dont on parlait nette entre les territoires, en fait, elle n'existe plus, et maintenant c'est globalisé. L'Île-de-France est le premier désert médical de France. L'Île-de-France. Clamart, qui est l'ancienne Seine, donc toute proche de Paris, était une zone déficitaire et est toujours une zone déficitaire, quoi qu'en pense l'agence régionale sanitaire. Donc clairement, il y a un vieillissement de la population, il y a un vieillissement aussi des médecins, il y a des étudiants qui hésitent à s'installer, et on comprend pourquoi quand on voit comment ils sont traités à la fois par les députés, à la fois par le gouvernement là, depuis 7 ans. On essaye de faire croire à la population que le métier de médecin généraliste, c'est finalement une succession de petits actes qui peuvent être faits par les pharmaciens, par les infirmières, par les kinés, ou pire, par les téléconsultations qui fleurissent un peu partout. Or, une téléconsultation, si c'est fait par quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne peut pas vous examiner, qui ne connaît pas vos antécédents et qui ne connaît pas votre façon de réagir, c'est clairement une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. C'est quelque chose qu'on a mesuré, ça ? Mais l'impact de la téléconsultation à la place d'une... Mais c'est colossal. La caisse d'assurance maladie sait combien il y a de téléconséconsultations. Il y en a de plus en plus, mais surtout, c'est une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. Moi, je vois quelques personnes qui ont été vues en téléconsultation. J'ai vu notamment, j'en parlais tout à l'heure, mais une personne qui était déjà sous Ritaline, donc qui la stimule pas mal. Le médecin qui ne l'a pas interrogé, visiblement, lui a prescrit de la cortisone en plus de la Ritaline. Je peux vous dire, les effets étaient quand même désastreux. La personne, on a vu qu'elle était sous coke en permanence, des excitations, etc. Comment on peut faire de telles erreurs? Comment on peut laisser se développer des cabines de téléconsultation et surtout croire que c'est une solution à la désertification? On est en train de dégrader la qualité de prise en charge des patients et personne ne bouge. On accuse les médecins d'être feignants, de ne pas travailler assez, de ne pas vouloir faire de garde, de ne pas aimer les patients. C'est ce que m'ont dit les députés du groupe transpartisan qu'on avait rencontré à l'Assemblée il y a 6 mois, avec M. Garot à sa tête. On voit une hostilité des députés à notre égard et on voit la désertification qui s'étend. On voit les jeunes médecins qui sont inquiets. De l'avenir, qui ne savent pas quel métier ils vont exercer. Ils ont bossé pendant 9 ans. On vient de leur coller une 10e année
ils avaient signé pour 9, on vient de leur coller en cours d'études une 10e année et à faire dans les déserts. On entend des députés dire on va distribuer ces médecins dans les zones désertifiées. Distribuer, quand vous entendez parler de distribuer des gens qui sont bac plus 10, qui ont un taux de responsabilité qui fait qu'il y a un suicide tous les 18 jours parmi les internes, et vous avez des députés qui ignorent ce que c'est que ce métier, dire qu'on va distribuer ces gens qui sont pères ou mères de famille, franchement, on dit mais qu'est-ce que ces gens pensent quel métier on fait? Mais alors comment on fait pour ces déserts médicaux? Eh bien, pour ces déserts médicaux, là, puisqu'on a collé une 10e année aux jeunes médecins, j'ai dit, écoutez, voilà, c'est simple, vous les logez, vous garantissez un logement parce qu'ils vont être éloignés de leur domicile, vous mettez un secrétariat présentiel pour qu'ils bossent dans de bonnes conditions et qu'ils soient sécurisés, eh bien, vous mettez un maître de stage joignable au téléphone pour sécuriser leur pratique. Et comme quand même, on vient de leur coller une 10e année et qu'on les oblige à aller dans les déserts, on leur garantit un doublement du salaire. Un doublement du salaire, ça correspond à peu près à 60 consultations par semaine. Et quand j'en ai parlé à l'ancien ministère de la Santé, parce que ça tourne un peu, les ministres en ce moment, quand j'en parle de l'ancien ministre de la Santé, ils me disent oui, mais ça coince du côté de Matignon. Donc j'ai appelé le conseiller de Matignon et je lui ai dit, écoutez, on pourrait avoir 3500 médecins de plus sur le territoire demain, si on double leur salaire, si on les loge, s'il y a un maître de stage joignable au téléphone et qu'on leur met un secrétariat présentiel. Réponse, doubler le salaire, comme vous y allez. Je dis, attendez, excusez-moi, monsieur, mais compte tenu des désertifications qu'on connaît, se priver de 3500 médecins de plus, dire qu'on va doubler le salaire à des bacs plus 10 dont le niveau de responsabilité est tel qu'il y a un suicide tous les 18 jours, je suis surpris de votre réaction. Et c'est ça qui est malheureux, si vous voulez. C'est que, ces gens-là ignorent le métier et ne font rien pour enrayer la désertification, alors qu'on pourrait avoir 3500 médecins de plus demain pour moins de 2 millions d'euros sur un budget de 153 milliards. À quoi pensent les gens qui nous gouvernent en ce moment? La délégation des tâches revient régulièrement dans le débat. Est-ce que c'est une réponse pragmatique au choc démographique ou est-ce que vous voyez comme un risque Mais ce que je vous dis, on est en train de réinventer les officiers de santé du temps de Flaubert. On est en train de réinventer les officiers de santé du temps de Flaubert. Et je ne vous dis pas la qualité des soins de M. Bovary. C'était déjà pas glorieux. Ça ne fait que masquer le manque de médecins. Mais ça masque provisoirement le nombre de médecins. Donc, si vous voulez, moi, les infirmiers avec qui je travaille, ils ont envie d'être mieux rémunérés et qu'on reconnaisse mieux leur métier. Ils n'ont pas envie de changer de métier. Or, les infirmiers, Monsieur Valtou, l'ancien ministre, déjà il y en a eu 2 depuis, a quand même été devant l'Assemblée nationale dire que les infirmiers de proximité avaient augmenté de 10% quand leur salaire, leur déplacement est passé de 2,50 € à 2,75 €. Il le dit sans honte. Les infirmiers sans qui, moi, je ne peux pas maintenir de personnes âgées à domicile, sans qui je ne peux pas faire de fin de vie à domicile, ils se déplacent à domicile pour 2,75 € et le ministre ose le dire devant l'Assemblée nationale. Sans honte. Alors, comment voulez-vous qu'on maintienne des personnes âgées à domicile? Comment voulez-vous qu'on assure des fins de vie correctement à domicile avec des infirmiers qui sont payés ce prix-là? Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas le nombre de patients. Mais le problème... De patients âgés, j'entends. Vous savez, les personnes âgées à domicile, je connais des auxiliaires de vie qui font un boulot remarquable. On est en train de nous bassiner avec le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'on fait pour s'organiser face au vieillissement de la population? Est-ce qu'on construit des immeubles intergénérationnels comme il y en a à Londres depuis 50 ans? Il y a quelques appartements, il y a quelques immeubles intergénérationnels en France, mais ils sont rarissimes. Or, ces immeubles-là, vous avez des personnes âgées qui sont en couple. Il y a des 2 pièces au rez-de-chaussée, il y a des studios pour les personnes seules. À côté de ça, il y a une mini-crèche où les parents viennent mettre leurs enfants. Quand les personnes âgées sont en forme, elles peuvent servir même de baby-sitter aux gens qui habitent au-dessus. Il y a un vrai travail intergénérationnel et il y a un vrai respect de prise en charge des personnes âgées. Parce que quand vous avez une auxiliaire de vie qui vient, eh bien, plutôt que de prendre 2 heures chez l'un, prendre 1 heure de transport pour aller chez un autre, etc., elle fait sa journée au rez-de-chaussée de l'immeuble. Quand c'est une personne seule, elle a un studio. Quand c'est un vieux couple, ils ont un 2 pièces. On permet à des personnes âgées, on les isole pas, on construit pas des ghettos à vieux qui font le bonheur de quelques sociétés qui prospèrent là-dessus. Mais on a bien vu pendant le Covid
décide que vraiment c'était une zone à risque pour les personnes âgées de construire ces EHPAD qui fleurissent un peu partout, ça n'est pas respecter les personnes âgées que de continuer à construire des EHPAD alors qu'on pourrait construire des immeubles intergénérationnels et faire en sorte que vraiment la population âgée soit intégrée dans la population et ne soit pas des parias dont on se débarrasse. Et au-delà des téléconsultations, dont vous avez évoqué l'impact négatif, est-ce que la durée de la consultation médicale aussi est impactée et dans quelle mesure ça empiète sur la qualité des soins aujourd'hui ? La durée de la consultation, c'est pas tellement la durée de consultation. La durée de consultation, elle change pas. On voit toujours 3 ou 4 patients dans l'heure. Ça dépend des pathologies. Mais il est clair que c'est justement le souci d'éviter de rater une urgence ou de rater une consultation qu'on aurait dû voir beaucoup plus rapidement. C'est surtout ça qui nous inquiète. Et c'est pour ça que dans mon groupe, où on est 5, voire 6, on libère tous les matins 40 consultations dès 8 heures et 40 consultations dès 14 heures. Et ces consultations-là sont prises dans un quart d'heure. C'est là où on se rend compte que vraiment le niveau de demande et nous on aimerait bien pouvoir installer 1 ou 2 médecins supplémentaires avec nous, parce qu'on se rend compte en plus que les vieux comme moi qui sommes habitués à faire des heures, etc., on se rend bien compte qu'aussi que les jeunes médecins voudraient bien assurer une continuité des soins en travaillant des horaires qui soient corrects. Et quand je dis des horaires qui sont corrects, c'est pas les 35 heures. Moi, mes 2 derniers associés, ils travaillent entre 45 et 50 heures. Ils font ça en 4 jours et demi. Mais les semaines, elles font 7 jours. Donc pour nous, médecins généralistes, c'est assurer une continuité des soins, assurer une coordination des soins. C'est pour ça qu'une des mesures dans le plan de financement de la sécurité sociale qui veut nous coller une amende pour dire aux médecins d'aller consulter 2 jours par mois dans les déserts, on se dit, mais comment ils peuvent imaginer que 15 médecins se succèdent sur un territoire sans coordination, sans continuité des soins? Ces gens-là ignorent le métier réel qu'on fait, qui est fait de continuité et qui est fait de coordination des soins. Et pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup de retraite en France, mais très peu du vieillissement comme choc sanitaire global. Pourquoi, selon vous, on est en retard autant sur ce sujet-là ? Sur le sujet de la retraite ? Non, du vieillissement, justement. Parce que les gens, ils ne voient pas plus loin que le bout de leurs élections. Soit vous avez des élections tous les 5 ans, mais ils ne voient pas les élections dans 15 ans, dans 20 ans. C'est ça qui est gravissime. Et puis en même temps, si vous voulez, moi je peux constater que, m'étant installé il y a en 73, les gens venaient me voir, ils prêtaient à la retraite à 65 ans, et ils avaient le bon goût de mourir à 75 ans. Maintenant, maintenant, si vous voulez, les gens, ils sont quand même beaucoup plus en forme. Moi, j'ai vu, j'en parlais récemment, mais j'ai vu arriver une dame de 88 ans qui est venue me voir en consultation parce qu'elle était essoufflée. Alors, j'interroge, elle me dit, voilà, j'étais dans le bois, j'étais en chaussures de ville, j'ai croisé le groupe de marche nordique qui était équipé, qui avait des bâtons, etc. J'ai eu du mal à les suivre. Alors, je lui dis, vous avez fait combien de kilomètres ? 8. Donc, et elle vient me voir en consultation parce qu'elle est essoufflée, parce qu'elle ne peut pas suivre le groupe de marche nordique en chaussures de ville et sans bâton. Les personnes 88 ans. Sont trop vaillantes, c'est ça, et le lendemain, je vois une prof de yoga de 90 ans qui me dit, écoutez, docteur, ça va pas, je suis fatigué. D'habitude, il n'y a pas si longtemps, je marchais 10 km tous les jours. Là, je marche 10 km 2 fois par semaine et je suis fatigué. Alors j'étais avec mon interne, je lui ai dit, il doit y avoir une caméra invisible là, parce que tu vois, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi. Si vous voulez, c'est que incontestablement les personnes âgées, heureusement pour elles, vivent de plus longtemps et en meilleure santé. Avec des maladies chroniques qui apparaissent normalement. Mais avec des maladies chroniques, mais ils vivent correctement, si vous voulez, avec des maladies chroniques, mais ils vivent plus vieux et dans de meilleures conditions qu'il y a 50 ans. Et là, alors j'avais appelé un économiste, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi on se crispe sur la retraite à 64 ans? J'ai dit, mais au Portugal, en Espagne, ils sont à 67 ans. Dans les pays scandinaves, ils sont à 67 ans. J'ai dit, combien on économiserait si on faisait la retraite à 67 ans? Eh bien, il ne m'a pas répondu, mais c'est ChatGPT qui m'a répondu. 27 milliards. Ben voilà. 27 milliards d'économies si on partait à la retraite à 67 ans. Et si on respectait les personnes âgées, qu'on construisait des immeubles intergénérationnels, je pense que ça relancerait le bâtiment qui est un peu fatigué en ce moment. Donc, si vous voulez, si on construisait en pensant au vieillissement de la population, en adaptant déjà les appartements au fait que si vous voulez prendre un bain, eh ben vous pouvez glisser un porte-malade sous la baignoire, vous n'êtes pas obligé de démonter la cloison, etc. Prendre un bain dans de bonnes conditions, etc. Avoir des portes qui soient un peu plus larges pour qu'un fauteuil roulant puisse passer.
C'est pas mettre de nouvelles normes de la construction des bâtiments pour qu'on puisse adapter vraiment les bâtiments au vieillissement de la population et faire en sorte que les bâtiments soient adaptés au vieillissement futur. Construire des immeubles intergénérationnels, respecter les vieux en arrêtant de construire des ghettos à vieux que sont les EHPAD, permettre aux gens qui sont déjà dans les EHPAD d'avoir suffisamment de personnel pour pouvoir ne pas mettre les personnes au lit dès 6h30 parce qu'il n'y a pas assez d'équipe après le repas du soir. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait qu'on ne respecte pas les vieux dans cette population, on n'anticipe pas le vieillissement de la population, et on méprise les médecins de proximité et les infirmiers de proximité qui pourraient éviter et raccourcir les hospitalisations. Merci, ce sera le mot de la fin de cette interview.